Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Thierry est à l'origine d'un canular qui l'a dépassé et a déclenché un engouement médiatique d'une ampleur internationale. Seulement voilà, il était le jeune maire de ce petit village où cierges et statues volaient comme par miracle. Il était venu avec courage dans Vie privée, vie publique en 2001 raconter cette supercherie qui lui avait valu une condamnation et la perte de son mandat. Abonnez-vous, c'est gratuit, commentez et partagez les vidéos. Thierry Marceau, alors vous êtes courageux puisque sur ce plateau, vous êtes le seul finalement à avoir fait courir une rumeur sans vraiment le vouloir. Vous avez été maire, très jeune, à 29 ans, d'un petit village dans l'Est, et c'est vous qui êtes, on va dire, celui dont le nom est associé à l'une des plus grosses rumeurs de ces dernières années. En deux mots, tout le monde se souvient des cierges qui volaient, des statues qui tombaient dans cette petite église. Disons, oui, j'étais simplement à l'origine d'une blague qui m'a largement dépassé dès lors que les médias s'y sont intéressés. C'est comme ça que vous résumez aujourd'hui votre histoire. Brièvement, oui. C'est bien d'être venu puisque c'est vous qui avez déclenché une rumeur et un peu à votre corps défendant. Donc je le rappelle, vous avez 34 ans aujourd'hui, vous en aviez 29 à l'époque dans ce petit village de Delin qui est en Haute-Saône. Hein, 29 quand j'ai été élu et 32 à l'époque des faits. À l'époque des faits puisque c'était il y a 2 ans. L'un des plus jeunes maires de France. Ouais. Voilà. Blagueur, toujours. Ouais. Et tout a Moi maintenant, oui. J'imagine. Et tout a commencé avec une bonne blague. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on ne regarde ce qui s'est passé il y a 2 ans, un peu nous raconter comment cela a germé, comment ça a commencé? Disons que c'est parti d'un objet qui est tombé sans cause de l'église qu'on préparait pour un concert. Et puis devant la manière dont les personnes qui étaient avec moi recherchaient un petit peu la cause de la chute de cette ampoule, ça m'a donné l'idée de faire une blague, de multiplier un petit peu les chutes, de renouveler les jets d'ampoules et tout ça. Alors, à un moment donné, cette blague vous a complètement dépassé, puisque tous les médias s'en sont mêlés, des médias qui sont venus, il faut le rappeler, quand même, non seulement de France, mais du monde entier. On a vu pratiquement autant de cartes de touristes que de cartes de journalistes. Bon, la chute de l'histoire, c'est quand même, aujourd'hui, vous n'êtes plus maire. Vous avez été condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général. Voilà, donc il y a eu une condamnation. Mais avant que vous ne racontiez vraiment l'histoire, je vous propose que l'on regarde en images ce qui s'est passé il y a 2 ans et ce qu'en pensent aujourd'hui les gens du village. En octobre 1998, l'église de Delin, paisible petit village de Haute-Saône, est le théâtre de phénomènes surnaturels. Les ampoules volent, les statues font de la lévitation, les cierges se fendent en deux. Une vingtaine de personnes sont les témoins directs de ces phénomènes, dont le prêtre de la paroisse. On a plutôt la tête sur les épaules et puis on fait fonctionner notre logique. Donc on a vraiment essayé de chercher toutes les explications possibles et c'est vrai qu'on se trouve dans des choses inexpliquées. Hallucination collective ou réalité, le curé appelle à la rescousse Max de Vassège, l'exorciste de l'évêché de Besançon. Pour la première fois, ici dans l'église, j'ai vu des coupelles qui volaient et pendant que nous étions donc dans le clocher de l'église, il y a encore eu un vase assez gros qui s'est cassé, c'est plus que cassé, pulvérisé. La venue de l'exorciste et la réaction des autorités locales renforcent la thèse des phénomènes paranormaux dans l'esprit de la plupart. Les habitants sont sous le choc et les langues se délient. Par moment, vous entendez une déflagration, vous avez un cierge qui tombe à vos pieds, qui vient de, je sais pas d'où, on entend juste le bruit, c'est tout. Hein. On entend un bruit, puis ça tombe à vos pieds. J'ai vu le trépied où on pose le pabini, se soulever de 50 cm, se rebaisser, et un souffle bizarre sous la table de la sacristie, une bougie qui s'est éclatée à mes pieds. Moi je pense que c'est surnaturel, c'est quelqu'un qui est plus fort que nous. Florence Petit était à l'époque journaliste à France 3 Vesoul. Ces témoignages, c'est elle qui les a recueillis au tout début de l'affaire. Alors nous, on est arrivés, on a précédé la rumeur. On a peut-être même aidé à ce qu'elle se mette en place, bien involontairement d'ailleurs. On était là pour faire un sujet sur le fameux concert et sur la politique culturelle d'un petit maire de Haute-Saône qui avait la pêche et qui voulait faire des choses pour ses administrés. Et le maire nous alpague entre la mairie et l'église. Et là, il nous déballe le truc, il nous montre les fameux vases brisés qui s'étaient auto-brisés les jours précédents.
Et nous, on est coincés. On se dit, on ne peut pas passer à côté d'une information. Et le responsable d'édition a pris la décision de diffuser le sujet, donc il y a eu ces interviews. Et le lendemain, c'était j'ouvre la radio et c'était parti, quoi. Allemandes, américaines et même japonaises, les télévisions du monde entier envahissent Delin. Les habitants, dociles, sont massivement sollicités par les journalistes. Et Thierry Marceau, qu'on reconnaît ici, en train de remettre en place un socle qu'il avait fait voler, se prête volontiers au jeu devant les caméras. Ça surprend parce qu'on ne peut pas contrôler, ça surprend parce qu'effectivement, quand on demande à la presse une certaine écoute, on ne l'a pas. Et quand il y a des événements tels que ceux-là, c'est la presse mondiale qui répond. On a du mal à comprendre comment tout ça fonctionne. 2 ans après, nous sommes retournés au village de Delin. Manifestement, les journalistes ne sont plus les bienvenus. Alors, racontez-moi un peu. Non, je n'ai rien à vous dire. Ah, c'est bien, j'en ai assez eu. Rares sont les habitants qui ont accepté de nous répondre. C'est vrai qu'un matin, moi j'ai vu une voiture RTL qui arrivait, M. Boissonnat, vite, où est le maire, où est ceci. Moi je lui dis, attendez, je vous emmène à la mairie, moi, et puis c'est vrai qu'ici, il y avait de l'animation dans le village. Le parking était toujours plein, il y a des gens avec les cartes routières, les boussoles qui venaient pour voir l'église, qui repartaient avec des poches pleines de cailloux du cimetière. Bon, c'est vrai que... Je ne suis plus sortie dans le village parce qu'il y avait tellement de monde et puis il y avait tellement de gens comme vous. C'était infernal, je n'osais plus sortir. Devant cette effervescence, le procureur de Vesoul décide de déclencher une enquête. Des renforts sont envoyés à la gendarmerie locale. On comptera jusqu'à 15 gendarmes sur l'affaire. Relevé topographique, analyse des débris, surveillance. L'enquête durera 10 jours sous l'œil attentif de Thierry Marceau, ici en pantalon rouge, et de la population locale, de plus en plus agitée. Les gens aux alentours, sachant ce qui se passait, mais n'étant pas là, ça s'amplifiait. Dans l'estrade qui avait bougé de 10 cm, en fin de compte, elle avait presque volé dans l'église. Les tables étaient montées à 1 mètre, les bougies sortaient des tableaux, les statues volaient. Et à la fin, bon ben, si vous voulez, ça devenait catastrophique. Les indices convergent tous vers le maire. Après 36 heures de garde à vue, Thierry Marceau avoue à la plus grande stupéfaction des habitants de Delin. C'est vrai que les gens ils se sont sentis lésés par la confiance qu'ils avaient en lui. Bon, finalement, ouais, je crois qu'ils lui en veulent et qu'ils lui en veulent toujours, hein, d'ailleurs. Tout le monde se sentait blessé parce qu'une situation pareille, disons que c'est pas normal, surtout en campagne, chez nous, dans les petites communes, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne comprenaient pas ce comportement, quoi. Moi j'étais en colère aussi, oui, franchement. Hein. Et savoir que c'était lui qui faisait ça, quand même, je disais, fichu-moi quand même. On en rit maintenant, parce que encore bien souvent, il y a quand il arrive des petites choses, on dit, oh, ben c'est l'histoire de Delin. Mais comment il faisait pour jeter ces trucs-là, pour que ça tombe à vos pieds et qu'on ne voit jamais rien? C'est ça qu'on aurait voulu savoir, le pourquoi. Ben, j'aimerais bien qu'il nous le dise quand même. Il vous l'a dit, non? Non, mais vous voyez que finalement, c'est très concret. Les gens, et bon, on n'a retenu que ce témoignage, mais tout le monde demande, mais comment il a fait? Oui, c'est ce qui reste dans la tête, parce que les gens... il y a eu tel fantasme pendant tout ça que les gens ont imaginé des tas d'événements que j'aurais moi pas pu réaliser. Et puis, donc, à partir de là, effectivement, ils se demandent comment j'ai fait, quoi. Et alors, vous leur répondez? Ben non, ils se le demandent, ils ne me le demandent pas à moi. Ah si, non, c'était une vraie demande parce qu'ils savaient... Non, mais je veux dire, c'est des objets qui étaient dissimulés sous mon pull, que je lançais comme ça, quand les gens regardaient par terre. Voilà, il faut leur dire. Non, mais... Parce que c'est vrai que tout le monde a beaucoup ri, sauf vous, je sais, parce que bon, tout cela aujourd'hui vous pèse énormément et vous allez en parler. Mais j'ai vu Anne Carpentier, Jean-Jacques Benex hurler de rire pendant le reportage. On dirait un film de Mocky. C'est extraordinaire. Mais je trouve que vous ne devriez pas vous sentir coupable, parce que moi, je vous observais aussi, et j'ai l'impression que ça vous fait encore souffrir. Mais en définitive, vous n'êtes pas ridicule. Vous avez peut-être été dépassé par quelque chose, mais ce qui est ridicule, c'est la société qui a fabriqué ça derrière. Beaucoup plus que vous. Et Anne Carpentier? Moi, franchement, je le trouve trop génial, quoi. On a, nous, des mères qui font voler des pièces ou des billets ou des cassettes. Lui, il matérialise un rêve d'enfance, un rêve de potage. C'est génial. On voulait tous voter Coluche, mais là, on a un maire qui, pour une fois, a cet esprit. Enfin, un ancien maire, il tient ce qu'on le précise. Oui. Mais c'est vrai que pour faire connaître, en tout cas Delin, c'était une idée formidable.
Non, c'était pas une si idée. vous aviez, non mais avant plus, d'être débordé, je voudrais vous demander quand même Thierry, au départ, parce qu'on vous voit attentif, répondre aux journalistes, au départ vous êtes quand même bien amusé, non? Au départ. Non, je crois pas. Jamais. Je crois pas que je me sois jamais amusé en fait. Si j'ai dû m'amuser pendant peut-être une demi-journée ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, au tout début. Bah, oui, je veux dire, à partir du moment où effectivement la presse locale s'y intéresse, après bon, ça rebondit, c'est la presse nationale, internationale et tout ça. On ne sait plus trop comment se dépatouiller de tout ça, quoi. Alors déjà, bon, j'ai déjà eu beaucoup de mal. Je me posais la question, à partir du moment où il y avait de plus en plus de gens dans le village qui y croyaient, ça devenait déjà difficile à dire parce que je ne savais pas comment arrêter la machine. Mais après, quand il y a la télévision et tout ça, on sait plus. Là, et après, plus moyen de revenir en arrière. Ouais. Parce qu'à partir du moment où les gens qui me faisaient confiance y croyaient, ben là, parce que j'ai toujours cru qu'on allait découvrir le truc, quoi, qu'on allait qu'on allait se douter, qu'on disait bon bah c'est lui, il me connaît, je suis un gamin, je pataugeais dans la rivière, tout ça, ils me connaissent, quoi. Et puis alors vous aviez un stock de vases, comment vous faisiez pour couper les cierges, tout ça? C'est une organisation quand même extraordinaire, non? Non, mais il y avait du mobilier comme ça qui était entreposé dans une sacristie. Ah oui, donc vous alliez vite en prendre un. Ben voilà. Et comment vous faisiez pour couper les cierges? S'il y a eu malheureusement un cierge qui, sans doute à cause d'une malfaçon et tout ça, quand je l'ai lancé... Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, mais je l'ai lancé, il s'est fendu en deux le long de la mèche comme ça. Ben voilà quoi, alors on a dit, voilà, c'est encore plus extraordinaire. Et alors, est-ce que vous avez regretté d'avoir cassé, ou est-ce que vous les avez cassés? Et c'est peut-être. Il y a eu un cierge de cassé, donc effectivement. Mais il n'y a pas eu de mobilier. Non, il y a eu des vases il y a eu des vases de cassés, mais il n'y a pas eu de mobilier religieux et tout ça de cassé. Voilà. Et ça s'est passé par hasard dans une église ou c'est vous qui avez choisi l'église? Ça s'est passé par hasard dans l'église parce qu'on préparait un concert qui devait se passer dans l'église. Donc ça aurait pu se passer dans une salle des fêtes, mais ça n'aurait peut-être pas eu le même écho. Ben oui, ça c'est sûr parce que c'était quelque chose un peu de miraculeux. Oui, sans doute. Oui. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est d'une part que nous baignons dans le sacré. Parce que vous avez commencé au départ en disant une ampoule est tombée et ça a frappé les gens. Au lieu de dire une ampoule tombe, ils se sont dit pourquoi l'ampoule tombe-t-elle? Et donc, effectivement, il a créé les conditions d'une observation collective qui, avec la loupe des médias, a donné une ampleur extraordinaire au phénomène. Voilà. Donc, et c'est vrai que c'était non vérifié, mais il a créé la base de toute rumeur, c'est un phénomène inexpliqué, un phénomène. Et ce qui est inimaginable, c'est de comprendre et d'apprendre aujourd'hui qu'une ampoule qui tombe est un phénomène. Tout dépend où elle tombe. Dans une église, c'est un phénomène. Voilà. Dans un stade, c'est normal. Dans une église, c'est inexplicable. J'ai oublié de dire que vous êtes sociologue, que vous enseignez à HEC. Donc, je voudrais quand même nommer le livre qui est le best-seller sur la rumeur depuis 15 ans. Donc, Rumeur, le plus vieux média du monde, hein, c'est tout dire. Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser. D'une part, comment vous expliquez que la rumeur ait réussi à résister à l'armada de journalistes, de spécialistes, cette rumeur sur le paranormal? Pourquoi les choses ont duré? Parce qu'il n'y a pas eu d'investigation. Nous vivons, la plupart d'entre nous, des vies ordinaires. Et là, dans un village perdu où il ne se passe rien, l'innommable, l'extraordinaire arrivait. Et vous avez vraiment amené le surréel dans la vie quotidienne. Or, la rumeur, c'est ça. C'est casser la banalité de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pèse le plus lourd? Est-ce que c'est d'avoir finalement grugé les gens? Parce qu'on sent que c'est ça, les gens se sentent un peu trahis, ils avaient confiance en vous, donc ils se sentent trahis. Est-ce que c'est d'avoir grugé le curé? Non, gruger le curé, je ne crois pas, parce qu'il n'a jamais cru à quelque chose comme ça, lui. En fait, il disait qu'il avait la tête sur les épaules, mais c'est vrai qu'il a eu le frère Max de Vassège, qui était donc l'exorciste du diocèse, avait la tête lui aussi sur les épaules, c'est quelqu'un de très bien. Alors pourquoi vous êtes, vous, dans cette quand même grande culpabilité? Parce que si je croise quelqu'un du village, ben, il y a un regard, il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. Je sens de la rancœur, je sens de l'amertume, je sens de la colère, et voilà. Alors peut-être que le non-dit, c'est peut-être plus pénible qu'une vraie explication franche. Voilà, alors pourquoi vous n'avez pas eu, pourquoi vous n'avez pas, à un moment donné, réuni tous les habitants pour leur dire, voilà vraiment ce qui s'est passé? Peut-être pas assez courageux. Ouais. Alors aujourd'hui, profitez-en, là c'est une façon de leur... Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Mais non, non, c'est trop compliqué. C'est à chacun d'entre eux qu'il faudrait s'adresser, puis leur expliquer. Mais il n'y avait aucune... Il n'y avait pas de but précis, c'est rien, quoi. Oui, on a bien compris, c'est une blague dans laquelle vous avez été embarqué sans pouvoir revenir en arrière.
C'est-à-dire que ce que je crois que les gens ne vous pardonnent pas, c'est que vous les avez ridiculisés. Voilà, tout à fait. Votre histoire, elle touche très très profond. C'est pour ça que je dis c'est un peu un film de Mocky, parce que dans les films de Mocky, c'est ridicule, c'est burlesque, mais il y a souvent une part de vérité, de méchanceté, de cruauté. Donc elle est très cruelle, votre histoire. Moi, je trouve triste que vous en souffriez, et si je pouvais vous communiquer, c'est de vraiment de vous débarrasser de ça, parce que vous êtes l'arroseur arrosé, mais je crois que ça a arrosé tout le monde. Mais vous ne devez pas y prendre plus de culpabilité que ça. Ou alors, c'est que peut-être ça révèle quelque chose en vous plus profond et que vous devriez trouver parce qu'il n'y a pas de raison. Vous avez fait un beau coup quand même. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai malaise quand même en face des gens. Ça, on peut pas l'enlever, quoi. Alors en plus, on est sans emploi. Enfin bon, pour mon cas, je suis sans emploi. Il y a une grande perte de confiance pendant un petit moment donné parce qu'on se remet en cause. Donc c'est pas facile à gérer, quoi. Et donc vous avez préféré finalement... Je crois que maintenant, oui. Vous voulez prendre le large. Prendre le large, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Plutôt que de faire une réunion. On n'y arriverait pas, il n'y aurait pas de sincérité, il y aurait pas... C'est terrible, hein. C'est terrible. Non, mais il y aurait toujours quelque chose qui... Vous avez trahi. En fait, voilà, c'est vous oui, qui vous ça. sentez traître. Vous aurez votre ami qui vous trahit, ou même si on arrive à réparer les choses, il y a toujours une cicatrice qui est mal fermée. Mais vous le regrettez? Ah ben évidemment, je le regrette. S'il y a une seule chose que je regrette, c'est celle-là. Alors, c'est pardonné, non? Je crois que Carpentier, je pense que ce qui a blessé les gens, en fait, c'est qu'il les ait emmenés, mais au milieu de ses rêves. Il n'a pas été jusqu'au bout de son rêve. Mais sinon, l'idée était magnifique. Et il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Je me demande quel est le motif de la garde à vue. C'est trop dommage. C'est des ordres publics ou quelque chose comme ça, quoi. Vous n'avez rien troublé. Vous n'avez fait que réveiller des rêves qui étaient en tout le monde. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.